Bonjour à tous, vous êtes en train de nous rejoindre progressivement. C'est notre deuxième rendez-vous autour des impacts du Covid-19 sur le droit immobilier. Nous avons évoqué la semaine dernière ensemble les impacts de cette situation exceptionnelle en matière de financement, d'investissement et de gestion. L'équipe aujourd'hui qui vous accueille va traiter des impacts de cette situation sur les chantiers, les autorisations d'urbanisme, donc la construction et le développement en général, mais également sur le droit pénal. Est-ce que les dirigeants exposent leurs responsabilités pénales plus particulièrement en ce moment? On vous apportera ensuite un éclairage sur le fonctionnement de la copropriété qui est très chahuté ces temps-ci. Et nous vous quitterons sur une ouverture d'optimisme, alors qu'on sait que les tribunaux ont cessé leur activité pendant la période juridiquement protégée et que tout cela annonce un engorgement dans les mois à venir. Il existe des alternatives aux tribunaux judiciaires et aux voies judiciaires que sont la médiation. Voici les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Vous êtes donc sur un webinaire, vos micros sont désactivés. Il durera 1h30 et vous avez la possibilité de poser des questions sur l'onglet qui s'affiche sur votre écran. On conservera une quinzaine de minutes pour y répondre par thème. Vous aurez également un petit sondage en fin de webinaire qui vous sera proposé. Et bien sûr, la partie de la présentation vous sera diffusée ainsi que l'enregistrement de notre intervention. Alors, nous sommes dans un contexte qui est un contexte tout à fait original, inédit, on ne cesse de le dire. Il est inédit sur le plan opérationnel, de manière très pragmatique. Les chantiers se sont arrêtés, puis ont repris avec des injonctions un peu contradictoires. Vous êtes quotidiennement confrontés à des difficultés liées au confinement d'abord, puis aux mesures sanitaires qui accompagnent le déconfinement. C'est un contexte qui est aussi juridiquement extrêmement prolixe et mouvant. Depuis le vote de la loi d'urgence le 17 mars dernier, plus de 400 textes ont été publiés, lois, ordonnances, règlements, circulaires, et ne serait-ce que la semaine dernière, plus de 40 textes ont été publiés. Alors, ils ne concernent pas tous le champ immobilier, fort heureusement, mais le champ immobilier a tout de même donné lieu à des dispositions spécifiques comme à des dispositions d'ordre général et se trouve impacté notamment par l'ordonnance 306 dont on a beaucoup parlé, qui est une ordonnance qui suspend les délais légaux de recours, d'action, de notification, mais aussi certains délais contractuels. Et c'est l'ordonnance générale qui, au-delà des mesures spécifiques dont certains champs comme l'urbanisme ont pu faire l'objet ou le droit pénal, qui va s'appliquer à beaucoup de nos matières. On en a déjà parlé la semaine dernière pour mesurer ses impacts, notamment en matière de baux et de financement. Mais cette ordonnance a des impacts aussi importants en matière de construction et elle se trouve impactée par les dernières mesures. Nous sommes aujourd'hui le 14 mai et le 11 mai dernier, l'état d'urgence a été prorogé jusqu'au 10 juillet prochain, ce qui a posé beaucoup de questions sur l'impact de cette prorogation sur la période juridiquement protégée qui est organisée par cette ordonnance, question qui devrait être levée par une ordonnance à publier aujourd'hui. Vous voyez, on s'adapte chaque jour. On a eu le texte de cette ordonnance hier soir tard. Elle doit être publiée aujourd'hui et elle vient neutraliser les effets de la prorogation de l'état d'urgence. Mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails avec une présentation synthétique de cette ordonnance 306 qu'on trouve sur la slide suivante. Alors, je ne vais pas détailler l'intégralité
des dispositions de cette ordonnance. Cette ordonnance, elle est du 25 mars dernier, maintenant on la connaît bien, mais elle a été modifiée par une première ordonnance du 15 avril et par une deuxième, donc, à publier aujourd'hui, qu'on vous présente avec beaucoup de prudence, puisqu'on en a eu le texte tardivement hier soir, mais dont on va tout de même vous dessiner les grandes lignes. Alors, quelles sont les principales dispositions de cette ordonnance 306? Vous les voyez affichées. Vous en avez une première en bleu qui suspend les délais de recours, de formalité, d'inscription pendant ce que l'on appelle la période juridiquement protégée. Alors, qu'est-ce que c'est que la période juridiquement protégée? Ça mérite qu'on s'y arrête quelques instants parce que c'est une notion à laquelle on fera souvent référence dans cette intervention. La période juridiquement protégée, c'est une période qui s'ouvre le 12 mars 2020 et qui, en l'état de la rédaction des textes initiales, se terminait un mois après l'état d'urgence sanitaire. Initialement, la fin de l'état d'urgence sanitaire était fixée au 24 mai, donc cette période juridiquement protégée se terminait le 24 juin. La loi qui a prorogé l'état d'urgence lundi dernier avait entraîné une prorogation automatique de cette ordonnance qui fixait une nouvelle date de la fin de la période juridiquement protégée au 10 juillet. C'est celle que vous voyez affichée sur le slide qui est ici. Et l'ordonnance à paraître aujourd'hui revient en arrière et décorrèle l'état d'urgence sanitaire de cette période juridiquement protégée qui devrait se terminer le 23 juin au soir. Donc, vous voyez sur le slide qui s'affiche la date du 10 juillet. Elle était exacte hier encore à 20 h. Elle ne le sera a priori plus aujourd'hui et on restera bien sur la date du 24 juin 2020. Alors, c'est une décision dont il faut probablement se féliciter puisque la période juridiquement protégée, elle suspend un certain nombre de délais, des délais légaux, de délais contractuels pendant lesquels ces actes ne peuvent pas être exécutés. Et donc, elle participe un peu d'un blocage et d'un ralentissement général. Donc, le fait de ne pas proroger cette période au-delà du 24 juin va participer d'une reprise de l'activité et des obligations contractuelles et d'un retour à la normale. Donc, comme je vous l'indiquais, l'article 2 porte sur ces délais de recours, formalités, inscription. Il a été rédigé dès le 25 mars dans les termes qui vous sont présentés là et il ne subit pas de modification profonde. Il y a juste une précision qui a été apportée par l'ordonnance du 15 avril qui est que les délais de réflexion ou de rétractation ou de renonciation à un droit ne sont pas affectés par cette suspension des délais. Ils ont continué à courir. On se posait notamment la question au sujet des délais de réflexion dans le cadre d'une acquisition immobilière de particuliers ou encore dans le cadre de l'acquisition de terrains vendus à la suite d'un permis d'aménager. Donc cet article 2, il est à peu près stable depuis la publication de l'ordonnance initiale de 25 mars dernier. Vous avez ensuite un article qui est tout à fait clé, qui est l'article 4 en orange, qui est un article qui concerne les délais contractuels. Je rappelle qu'il n'y a aucune mesure de suspension générale des délais contractuels. Il n'y a aucune mesure non plus de suspension des sanctions de l'inexécution contractuelle. La seule disposition qui impacte les contrats, c'est cet article 4, qui est afférente aux astreintes, aux clauses pénales, aux clauses résolutoires et aux clauses qui prévoient des déchéances de terme, donc des sanctions contractuelles spécifiquement prévues. Et ces clauses-là, lorsqu'elles devaient produire effet dans la période juridiquement protégée, elles sont en quelque sorte suspendues ou gelées. C'est le principe qui, dès le 25 mars, a été affirmé. Le principe a été affiné le 15 avril dernier par l'ordonnance du 15 avril pour être modulé dans des termes qui sont loin d'être simples à mettre en œuvre, puisqu'il a été prévu que ces clauses sont suspendues et elles reprennent effet à partir du 24 juin
Et au 24 juin, on ajoute un délai qui est le délai entre la date de naissance de l'obligation contractuelle, quand elle est intervenue dans la période juridiquement protégée, et la date à laquelle l'obligation était exigible. Donc, ces deux notions du texte, naissance de l'obligation contractuelle et exigibilité de l'obligation, conduisent à se poser la question de quand mon obligation est-elle née, quand était-elle exigible. Si je prends l'exemple d'une VEFA, Aurélie aura l'occasion de revenir sur ce sujet. L'obligation de livrer va naître avec le contrat. Il sera le cas échéant affecté de conditions suspensives, donc elle sera peut-être définitivement née au jour de la réalisation de la condition suspensive. Et elle sera exigible à la date à laquelle la livraison est prévue. Donc, si on prend un exemple d'un contrat qui a été conclu et d'une obligation qui est née antérieurement au 12 mars, le délai qui va être pris en compte va être le délai entre le 12 mars et la date de livraison prévue. Si cette date de livraison prévue était, par exemple, le 23 juin, l'intégralité de cette période va venir s'ajouter après le 24 juin. Et pendant toute cette période, les clauses pénales, clauses résolutoires, astreintes sont gelées. Elles ne commenceront à reproduire effet qu'à l'issue de cette période. Donc ça, c'est une novation de l'ordonnance du 15 avril. Il était antérieurement prévu une période forfaitaire de 2 mois. L'ordonnance affine et ne reporte les effets de ces clauses que de cette période. L'ordonnance du 15 avril est également venue ajouter une disposition pour les clauses qui produisent effet postérieurement à la période juridiquement protégée, mais avec une obligation qui est née antérieurement, soit pendant la période juridiquement protégée, soit avant le 12 mars. Ces obligations-là, lorsqu'elles ne sont pas des obligations de somme d'argent, elles bénéficient également d'un report qui va être un report qui correspond à la période entre la naissance de l'obligation et la fin de la période juridiquement protégée. Vous avez là un résumé sur ce slide de ces mécanismes qui sont un peu complexes et qui sont loin à cet instant d'avoir je dirais, de faire l'objet d'une interprétation unanime. En matière de baux, par exemple, la naissance de l'obligation, c'est l'exigibilité du loyer. Donc, il y a manifestement une confusion entre les deux dates, de telle sorte que si on fait une application très stricte de l'ordonnance, il n'y aurait pas de bénéfice du gel des astreintes, clauses pénales, etc. Mais le rapport du président de la République qui accompagnait cette ordonnance du 15 avril crée un doute puisqu'elle vise la date de production des effets des clauses pénales et non pas la date d'exigibilité de l'obligation. Ce qui est nettement différent dans l'exemple d'un bail, le loyer est exigible par exemple en fin de mois, mais la clause pénale ne produira effet qu'à l'issue du commandement de payer, la clause résolutoire également. Vous voyez que ce sont des textes qui laissent encore place à beaucoup d'interprétations. Il va nous falloir intégrer maintenant cette ordonnance d'aujourd'hui. Retenez en tout cas, et c'est une bonne nouvelle, que la période juridiquement protégée se terminera le 23 juin à minuit et qu'il n'y a pas d'effet de la prorogation de l'état d'urgence. Alors, je vais passer la parole à Hélène Chloé en matière d'urbanisme, car l'urbanisme obéit à une logique à part et a fait l'objet de dispositions spécifiques, le gouvernement ayant plus vite pris la mesure des conséquences de ces suspensions de délai sur les chantiers et l'avancement des développements immobiliers. Tout à fait. Merci Sidonie. Bonjour à tous. Alors, donc, je vais vous parler de l'impact du Covid sur les autorisations d'urbanisme. Alors, donc, pour commencer, il faut passer la slide. Attendez. Parce que
Voilà. Pour commencer, je vais rappeler très brièvement, ce qui s'est passé, c'est que les délais d'urbanisme ont suivi un peu un mouvement général, le mouvement des délais qui a été prévu dans l'ordonnance 306, qu'on appelle du 25 mars. Et puis, dans l'objectif de remettre en route les chantiers, ne pas bloquer les projets immobiliers, cette ordonnance a été modifiée à 3 reprises. D'abord le 15 avril pour supprimer un mois de délai aux autorisations d'urbanisme, puis étendre aussi aux travaux d'ouverture des ERP, aux travaux et aux ouvertures des ERP, puis aussi aux IGH. Enfin, tout récemment, le 7 mai, afin de neutraliser les effets de la prolongation de l'état d'urgence au 10 juillet, une ordonnance est intervenue afin de confirmer le redémarrage de tous les délais en matière d'urbanisme au 24 mai. C'est l'essentiel à retenir, c'est tout redémarre le 24 mai en urbanisme. Concrètement, ça veut dire quoi? La période de gel est donc celle du 12 mars au 23 mai. Pendant ce temps-là, tous les délais ont été suspendus. Ça veut dire que, d'une part, tous les dossiers de demande d'autorisation, par exemple, dossier de demande de permis, déclaration d'intention d'aliéner, qui avaient été déposés avant le 12 mars, ont été gelés à compter du 12 mars jusqu'au 23 mai, et les délais recommencent à courir à compter du 24 mai pour le temps qui leur restait à courir, c'est-à-dire concrètement, si vous aviez déposé une demande de permis de construire le 12 février et que le délai d'instruction était de 3 mois, le délai a été suspendu le 12 mars et repart donc pour les 2 mois restants à compter du 24 mai. Donc, ça fait un permis obtenu le 24 juillet. Ensuite, tout ce qui concerne les demandes qui ont été déposées pendant la période protégée, donc entre le 12 mars et le 23 mai, les délais ne commencent à courir qu'à compter du 24 mai. Par exemple, si vous aviez adressé une déclaration d'intention d'aliéner le 1er avril à l'administration, le délai de 2 mois qui appartient à l'administration pour se prononcer sur cette déclaration démarrera à compter du 24 mai, donc jusqu'au 24 juillet. Ces dispositions concernent de façon très large l'urbanisme, c'est-à-dire toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme, tous les délais impartis aussi à l'administration pour demander les pièces complémentaires. Si vous aviez déposé un dossier de demande de permis et l'administration avait un mois en principe donc pour réclamer des délais de pièces complémentaires, ce délai suit le même principe avec un report au 24 mai. Idem pour les certificats d'urbanisme et les procédures de préemption et les délais de retrait, sachant que les délais de retrait, donc ça a été ajouté le 7 mai, c'est un peu en filigrane des précédentes, mais ce n'était pas très clair. Donc le délai de retrait de l'administration, vous savez, quand vous obtenez un permis de construire, l'administration a 3 mois pour le retirer. Ces 3 mois sont décalés aussi au 24 mai. Ensuite, slide suivante. Ces mesures concernent aussi tout ce qui a trait au contrôle des travaux par l'administration, les DACT. C'est le même principe avec un gel donc, entre le 12 mars et le 23 mai. Donc, tous les délais de contrôle de l'administration, si vous aviez déposé une DACT, redémarrent pour le nombre de jours qui restent. C'est toujours pareil, tout ce qui a couru avant le 12 mars est décompté à partir du 24 mai, mais il faut quand même bien avoir en tête que les délais de base n'ont pas été modifiés. Ça a été juste gelé pendant la période du 12 mars au 23 mai. C'est-à-dire que si vous aviez 3 mois d'instruction de permis de construire, ça n'a pas été diminué ni augmenté. C'est juste que le temps du délai a été suspendu et décalé, et donc on enlève ce qui a couru avant à compter du 24 mai. Ensuite, s'agissant des recours contre les autorisations d'urbanisme, c'est un peu le même principe avec une petite nuance. Donc, ce sont tous les recours contre les autorisations d'urbanisme, mais aussi les agréments bureaux, ça a été rajouté le 7 mai, et les recours administratifs préalables dirigés contre les avis de la CDAC. Ça aussi, ça a été ajouté, enfin précisé, donc le 7 mai dernier. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, tous les délais redémarrent à compter du 24 mai.
à la seule nuance près que si ce délai avant le 12 mars était inférieur à 7 jours, il ne peut plus être inférieur à 7 jours après. C'est-à-dire concrètement, si vous aviez affiché un permis de construire le 15 janvier, le délai de recours expirait en principe au 15 mars. Or, comme le délai a été suspendu le 12 mars, il reste normalement 3 jours de recours. Mais afin qu'il n'y ait pas de problème pour le droit effectif au recours, ce délai qui est reporté à compter du 24 mai ne peut pas être inférieur à 7 jours. Donc, ce ne sera pas 24 mai plus 3 jours, mais 24 mai plus 7 jours. Voilà, c'est un petit peu la différence, mais sinon, c'est le même principe pour tout. Retenez que tout redémarre au 24. Alors, un dernier petit point intéressant sur la durée de validité des autorisations d'urbanisme. Alors, c'est tout frais, comme disait Sidonie, on a une ordonnance qui a été adoptée hier en Conseil des ministres et qui devrait être publiée aujourd'hui. Donc, sachez qu'en matière de validité des permis, donc un permis est valable 3 ans, il peut être prorogé. Et il était prévu, avant ce changement très très récent, que les délais de validité disposaient d'un délai de 2 mois suivant la fin de la période d'état d'urgence. Donc, compte tenu de la prorogation de l'état d'urgence au 10 juillet, ça crée une incertitude. Et là, il y a toute une série d'ordonnances en cours, dont celle qui devrait être publiée aujourd'hui, qui a pour objet de décorréler la prorogation de l'état d'urgence des délais des actes administratifs et autres délais prévus notamment par l'ordonnance 306 du 25 mars. Alors, en matière de validité, ce qui est un peu particulier, c'est que si on retient la nouvelle date de fin de période qui est au 23 juin, donc décorrélée à la prorogation de l'état d'urgence au 10 juillet, on aboutissait à un délai de validité qui terminait le 23 août. Et dans le rapport du président de la République hier sur cette ordonnance, ils ont estimé que faire tomber la fin de cette période en plein mois d'août, ce n'était pas une bonne idée. Donc l'idée, c'est de décaler d'1 mois de plus pour permettre aux personnes d'effectuer des formalités. Alors effectivement, en matière de validité de permis, ce sera une demande de prorogation éventuellement. Donc en réalité, tous les délais de validité des autorisations d'urbanisme qui expirent pendant la période du 12 mars au 23 juin sont prorogés de 3 mois à compter de la fin de la période, donc 3 mois à compter du 23 juin, ça fait donc 23 septembre. Donc, en revanche, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si la validité d'un permis s'achève, par exemple, le 24 juin, soit juste le lendemain de l'achèvement de la période de référence, là, il n'y a aucun bénéfice de report. Il faut vraiment que le délai de validité expire le 12 mars et le 23 juin pour bénéficier de ce report jusqu'au 23 septembre. Sinon, le délai expire naturellement sans bénéficier de ce report. Voilà pour l'essentiel de la situation en matière d'urbanisme à date, sachant qu'elle ne devrait pas évoluer s'agissant des autorisations d'urbanisme qui repartent donc dans 10 jours. J'en ai terminé pour ma présentation et je passe la parole à Aurélie Daugé qui va vous parler des impacts du Covid sur la poursuite des chantiers. Merci. Merci Hélène. Bonjour à tous. Alors moi, je vais m'attacher à évoquer avec vous les conséquences de la pandémie du Covid-19 sur l'activité des chantiers. Donc ce Covid-19 a posé une question très concrète, très opérationnelle, qui était de savoir si les chantiers pouvaient ou non se poursuivre. D'un point de vue réglementaire, rien ne l'interdisait. Les arrêtés des 14 et 15 mars, vous savez, qui ont ordonné la fermeture d'un certain nombre d'établissements, notamment certains ERP, ne concernaient pas du tout les chantiers. Et au contraire, vous avez probablement dû entendre le gouvernement exprimer une position très ferme et très positive, très affirmative sur la poursuite des chantiers. De Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, ou de Muriel Pénicaud, tous ont eu un discours commun qui consistait à dire que les chantiers pouvaient se poursuivre sous réserve des gestes barrières et devaient se poursuivre d'un point de vue économique.
Ce n'était pas du tout la position des fédérations du bâtiment qui, elles, prônaient l'arrêt des chantiers, l'arrêt de l'activité dans un contexte où la proximité étant un danger, eh bien, les chantiers devaient cesser puisque les chantiers étaient un lieu de rassemblement de multiples compagnons dont les délais de la proximité ne pouvait pas être vérifiée et respectée. Alors, la guerre que se sont livrés le gouvernement et les fédérations du bâtiment a pris fin relativement vite puisque dès le 21 mars, on a eu un mot d'ordre commun sur un objectif, la poursuite des chantiers, modulo quelques adaptations. Alors, quelles sont-elles, ces adaptations? La première, elle est réglementaire et générale. Elle touche à l'obligation de résultat de l'entreprise, précisément de son obligation de résultat temporel. L'entreprise doit, c'est une obligation de résultat, livrer dans un délai déterminé ou à une date déterminée dans le marché de travaux. Si cette date n'est pas tenue, elle est sanctionnée. L'entreprise n'a pas respecté son obligation et elle est sanctionnée à travers de clauses de pénalité de retard notamment, qui sont libératoires ou non, et qui constituent des clauses pénales. Eh bien, cette adaptation, elle est constituée par le dispositif réglementaire que vous a présenté Sidonie, c'est-à-dire l'ordonnance numéro 306 du 25 mars, modifiée par l'ordonnance du 15 avril numéro 427, et puis qui vient là d'avoir un dernier ajustement avec cette ordonnance du 13 mai. Donc, concrètement, deux hypothèses se profilent. Soit la réception était prévue pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Et là, si l'on suit ce mode opératoire réglementaire, eh bien, il y a un report des délais, puisque la clause pénale ne peut pas s'appliquer. Elle ne pourra prendre effet qu'au bout d'un temps défini qui se calcule du 12 mars, donc la date du démarrage de la période protégée, jusqu'à la date où la réception devait avoir lieu. Par exemple, le 1er avril, si cette réception était prévue le 1er avril, on reporte à partir de la fin de l'état d'urgence sanitaire, on reporte de 3 semaines environ, 12 mars, 1er avril, la durée à ce moment-là. Et la clause pénale ne pourra jouer qu'à partir de ce délai de 3 semaines après la période d'état d'urgence sanitaire. Autre hypothèse, la réception était prévue postérieurement à la période d'état d'urgence sanitaire. C'était initialement une hypothèse qui n'avait pas été retenue. Le premier dispositif de l'ordonnance du 25 mars prévoyait exclusivement de gérer le cas des clauses pénales qui devaient trouver à être mobilisées pendant la période d'urgence sanitaire. Donc, modification par l'ordonnance du 15 avril. Donc, si la réception intervient après la période d'état d'urgence sanitaire, eh bien, le report est calculé du 12 mars à la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, donc aujourd'hui 23 juin. Donc, du 12 mars au 23 juin, c'est une période de 2 mois et demi, presque 3 mois, qui va être reportée, qui va s'ajouter à la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, et la clause pénale ne pourra pas donc être mobilisée pendant cette période-là, ce qui fait donc au total environ 5 mois de neutralisation. Deuxième adaptation, cette fois-ci, elle est particulière et elle est technique. Tout à fait adapté au BTP. Il s'agit du guide OPP-BTP Covid-19. Après la protection sanitaire initiale qui était constituée par les gestes barrières, a succédé donc ce guide qui est une protection sanitaire beaucoup plus dense et beaucoup plus structurée. C'est un guide qui est paru le 2 avril dernier, qui a subi un petit ajustement à ce jour, le 10 avril, pour la nature des masques qui devaient être portés le cas échéant, en assouplissant cette nature, puisqu'il ne s'agit plus de masques chirurgicaux, et qui est susceptible d'évoluer à nouveau pour vraiment refléter la réalité des chantiers. Alors ce guide, c'est vraiment un compromis entre l'exigence de protection sanitaire et puis la poursuite de l'activité économique. D'un point de vue juridique, ce guide permet de clore le débat sur la question qui était de savoir si le Covid-19 était un cas de force majeure.
ce dont toutes les entreprises se sont prévalues au mois de mars pour interrompre leur activité. Pourquoi est-ce que ça permet de clôturer cette question? Parce qu'on peut considérer que le guide constitue les mesures appropriées qui font échec à la caractérisation de la force majeure selon l'article 1218 du Code civil. Vous savez que 3 conditions doivent être réunies, un caractère imprévu et extérieur, et également qu'on ne puisse pas y faire échec par des mesures appropriées. Précisément là, ce guide permet d'éviter ce cas de force majeure et en permettant de poursuivre les chantiers. Donc, le Covid-19 n'est pas un cas de force majeure et l'entreprise reste donc tenue de l'ensemble de ses engagements. D'un point de vue technique cette fois, les préconisations du guide sont très pointues. Elles concernent les travaux en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on va organiser la coactivité et surtout la supprimer ou vraiment l'aménager très sensiblement. Et elle concerne également la vie autour du chantier. Et ça, c'est vraiment très important puisqu'il y a beaucoup de mesures sur les déplacements des compagnons, la base vie, réorganisation de la base vie, des casiers, des roulements au réfectoire, etc. Donc, il y a vraiment toute la vie autour du chantier qui est concernée. Alors, le guide donne des recommandations et demande aux acteurs du chantier, à tous les acteurs du chantier, de se réunir pour dresser la liste des mesures sanitaires. Si tous les acteurs du chantier doivent mettre la main à la pâte, il y a vraiment un acteur qui prend la lumière dans cette crise, c'est le coordonnateur SPS. Il est le plus souvent un peu plus dans l'ombre. Cette fois-ci, c'est vraiment lui qui est au premier plan et qui doit, au regard de la liste des mesures sanitaires qui vont être identifiées, adapter le PGC, soit en l'adaptant concrètement, soit en ajoutant un annexe spécial Covid. Et puis, ces mesures vont être déclinées dans les PPSPF des entreprises, dans les plans particuliers de protection de la santé qu'établissent les entreprises. Alors, ce guide on a un recul d'1 mois et demi aujourd'hui sur l'application de ce guide et je voulais faire avec vous un petit bilan de son application. Qu'est-ce que l'on constate? On constate aujourd'hui une reprise prudente des chantiers. Prudente à 2 niveaux. D'abord, d'un point de vue sanitaire. Pourquoi? Eh bien parce que ce guide n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur réglementaire et il édicte des préconisations, des recommandations, mais certainement pas d'obligations. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que tout le monde s'est approprié ce guide, c'est-à-dire qu'il est devenu un incontournable et tous les acteurs du chantier tiennent à l'appliquer. Donc c'est un vrai élan sanitaire et ça c'est une très bonne chose. Et ce que l'on voit aussi, c'est que les recommandations de ce guide sont appliquées, mais surtout on va au-delà. Je prends pour exemple la désignation d'un CSPS, d'un référent Covid-19 du maître d'ouvrage. C'est une faculté que propose le guide et les maîtres d'ouvrage, notamment au regard du droit pénal, Alexandre en parlera tout à l'heure, ont décidé le plus souvent de désigner un référent Covid pour eux, donc de souscrire cette faculté, qui est, et ça explique mon lapsus de tout à l'heure, qui est le plus souvent aussi le CSPF. Vous avez peut-être vu un collège de CSPS a édicté un guide, d'ailleurs, le CSPS référent Covid du maître d'ouvrage, pour bien encadrer la mission et pour permettre aussi au maître d'ouvrage de savoir ce qu'il peut attendre de son référent Covid. Un mot sur le fait qu'il s'agit du CSPS. Vous savez que c'est un acteur qui doit normalement avoir une seule fonction sur le chantier. L'article R4532-19 du Code du travail est très clair sur ce sujet. Il ne peut pas faire autre chose sur le chantier. La question s'est donc posée de savoir si vraiment ce CSPS pouvait être également un référent Covid. Et je pense qu'on peut conclure cette interrogation par l'affirmative. Pourquoi? Parce que le référent Covid n'est pas tant une fonction qu'une mission. En fait, c'est une mission complémentaire à sa mission de CSPS. Et on peut penser quand même que c'est lui qui est le plus à même et qui sera le plus adapté pour suivre l'application du dispositif sanitaire mis en place.
Alors, cette nouvelle organisation du chantier, elle est lourde et elle a plusieurs impacts, évidemment, avec une particularité, c'est qu'elle a une grande inconnue. Cette inconnue, c'est la durée d'application du guide OPP-BTP. Édouard Philippe l'a indiqué, le 19 avril, le guide OPP-BTP ne s'arrêtera pas après la période de confinement. Nous le savons, dont acte. Maintenant, impossible de savoir quand aura lieu le clap de fin de son application. Aucune visibilité là-dessus. Lorsque l'on prend les cas concrets, les entreprises aujourd'hui qui sont confrontées à cette situation établissent plusieurs scénarios. Une durée d'application jusqu'en septembre ou une durée d'application jusqu'à la fin du chantier qui peut être premier trimestre 2021. Donc, on s'oriente néanmoins vers une application très longue de ce guide, qui a évidemment plusieurs impacts. Ces mesures sanitaires ont donc plusieurs impacts. Le premier impact, il est temporel. Les mesures sanitaires, notamment avec l'absence de coactivité, conduisent à un chantier qui reprend, certes, mais il reprend à un rythme dégradé. Aujourd'hui, sur les chantiers qui avaient avant la crise du Covid-19, 300 personnes, on recense maintenant une cinquantaine de personnes. Donc, on voit vraiment l'impact physique sur le chantier et on voit poindre une incohérence parce que d'un côté, je vous l'ai dit tout à l'heure, les ordonnances du 25 mars et du 15 avril s'appliquent et ont comme esprit d'octroyer aux débiteurs, donc à l'entreprise en l'occurrence, des délais complémentaires compte tenu de la période pendant laquelle ils ont été empêchés de réaliser leur activité. Dont acte, la seule difficulté, c'est qu'ici, les entreprises ont un moyen de faire. Les chantiers reprennent, donc la période n'est pas vraiment une période empêchée. Pour autant, ils bénéficient de ce report de délai. Donc, on voit une incohérence parce que, certes, les chantiers reprennent à rythme dégradé. Néanmoins, on pourrait penser qu'une adaptation du dispositif réglementaire est nécessaire sur ce sujet. Deuxième impact, celui-ci, il est financier. Les surcoûts liés aux adaptations sanitaires sont de l'ordre de 5 à 15% estimés à ce jour. La question évidente, c'est toujours le nerf de la guerre, qui prend en charge ces surcoûts? Deux voies différentes et irréconciliables. D'un côté, pour l'entreprise, c'est au maître d'ouvrage de prendre en charge ces surcoûts. Pourquoi? Eh bien, les entreprises se fondent sur un article de la norme AFNOR NFP 03-001, donc le CCAG marché privé, qui est l'article 9.1.2 et qui stipule qu'en cas de modification à la demande du maître d'ouvrage du PGC, eh bien, le prix du marché peut être revu. Autre vision, celle cette fois-ci du maître d'ouvrage, qui considère que ces surcoûts doivent être à la charge de l'entreprise. Pourquoi cette fois-ci? Eh bien parce que l'entreprise a un marché forfaitaire et qu'on est vraiment dans l'esprit du marché forfaitaire, les risques sont à la charge de l'entreprise. C'est l'article 793 du Code civil pour le forfait et cette réflexion est renforcée lorsque l'entreprise a renoncé au bénéfice de l'article 195 du Code civil qui permet, donc, en cas de circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du marché, de revoir le montant du prix du marché lorsque ces conséquences sont excessivement onéreuses. Alors, les fédérations du bâtiment se sont penchées sur cette question et ont proposé au gouvernement des pistes de réflexion. Le 30 avril dernier, 2 pistes. La première piste, les surcoûts sont pris en charge par une compensation étatique. Bon, c'est demandé, c'est assez illusoire. Donc, la deuxième piste l'est tout autant finalement, puisqu'elles ont demandé aussi au gouvernement, autre alternative, de se prononcer sur ce sujet en édictant de nouvelles règles du jeu du chantier. Donc là, on est vraiment dans une immixtion dans le contrat. On aurait été dans une immixtion dans le contrat qui était inédite et qui a quand même traversé l'esprit du gouvernement. Début avril, on entendait Julien Denormandie indiquer que le gouvernement réfléchissait à régir les relations contractuelles entre les acteurs du chantier. Aujourd'hui, ceci n'est plus du tout à l'ordre du jour. Une interview de Julien Denormandie du 12 mai
démontre très clairement, il a expressément indiqué que la loi ne fixera pas la répartition des surcoûts liés aux mesures sanitaires, qui doit être consensuelle. Alors, on ne peut que partager cette vision, c'est vraiment un consensus entre les parties qui doit intervenir et qui doit être privilégié. La seule difficulté à date, c'est que l'équation est à plusieurs inconnues. La première, quel est le surcoût total des mesures sanitaires? Et ça, c'est tout à fait ignoré puisqu'on ne connaît pas la durée d'application du guide, qui a un impact sur la durée du chantier et sur les surcoûts financiers, évidemment. On ne connaît pas non plus à ce jour la dégradation de la rentabilité des chantiers. Elle est parfois très sérieusement estimée, dégradée, en considérant qu'on sera à 50%. Dans les faits, on identifie avec les quelques chantiers qui ont repris, globalement, les chantiers ont repris début mai avec une accélération cette semaine. C'est d'ailleurs un rythme qui a été assez critiqué par Bruno Le Maire, avec là aussi une perspective, un objectif gouvernemental, hein, là encore indiqué par Julien Denormandie le 12 mai, d'une reprise à 100% des chantiers à la fin du mois. Donc avec ces deux inconnus, dégradation de la rentabilité et le surcoût total et les délais, eh bien, il ne semble pas évident de pouvoir conclure un accord à ce jour. Et ce qu'il faut probablement prévoir, c'est une phase test pour identifier en fait comment les choses se passent et pouvoir conclure un accord qui satisfera au mieux les parties. C'est vraiment l'esprit partenarial, hein, il faut se faire confiance, il y a beaucoup de bonne foi, il faut considérer qu'il y a une phase test avant de pouvoir envisager un accord. Alors, je tiens à conclure mon propos en envisageant les chantiers de l'après, la vie d'après qui s'amorce maintenant, les chantiers qui vont démarrer post-Covid. Et on voit que cette pandémie a plusieurs enseignements. De nouveaux risques émergent, des nouveaux risques qui n'étaient pas anticipés auparavant dans les documents contractuels, et notamment les CCAP qui encadrent les chantiers, qu'il va falloir maintenant intégrer et gérer. Donc, les CCAP seront à toiletter sur notamment la clause prix, la clause de force majeure. Voilà, on ne peut plus désormais faire sans. Je passe maintenant la parole à Alexandre qui va vous parler donc du risque pénal. Faut-il craindre une immunité collective ou une contagion pénale? Bonjour à tous, merci. Effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si en tant que décideur immobilier, vous êtes particulièrement exposé à une contagion pénale, à une contagion de procédures pénales engagées contre vos entreprises et contre les décideurs immobiliers que vous êtes, ou si au contraire, vous pouvez espérer, au regard du débat qu'il y a eu au Parlement, une immunité collective qui viendrait vous protéger notamment en tant qu'employeur. Les situations sont assez simples, qui pourraient supposer évidemment une procédure pénale. Ce serait simplement la contamination d'occupants d'un immeuble, mais ça peut être aussi, comme l'a dit Aurélie, plusieurs compagnons d'un chantier qui vont tomber malades dans un même trait de temps, ou tout simplement des salariés de vos sociétés qui vont être contaminés par le SARS-CoV-2 et qui, de ce fait, vont déclarer la maladie du Covid-19 qui, dans sa forme grave, peut aller, on le sait, jusqu'au décès, même si c'est quelque chose, un risque qui est, on dit, de l'ordre de 1% ou même un peu moins. Alors la presse grand public et même la presse spécialisée s'est fait l'écho des nombreuses actions pénales qui ont été engagées contre des décideurs publics, les ministres, les dirigeants de collectivités, mais aussi les décideurs privés, les employeurs, Amazon et d'autres, Renault, qui ont été visés par des actions pénales, alors que tous ces décideurs sont confrontés à des enjeux qui sont inédits, qui consistent à faire en sorte que l'activité économique puisse se poursuivre et, dans le même temps, assurer bien évidemment la sécurité de ceux qui ont la charge de cette activité. Alors, ce risque a généré un débat au Parlement dont vous avez sans doute entendu parler et dont je vais dire
une sorte de résumé pour savoir si la responsabilité des maires, puisque c'était eux qui étaient, disent-ils, en première ligne, mais aussi des employeurs, devait faire l'objet d'un aménagement. Et la loi du 11 mai 2020, qui proroge l'état d'urgence, est venue répondre en ce qui concerne la responsabilité pénale. Alors ce virus est totalement nouveau, la situation est inédite, mais pour autant, fallait-il ou faites-vous face à de nouvelles obligations ou faites-vous face à de nouveaux risques? Et on va se rendre compte à l'image de ce que vous avez sur le slide que en fait, non. Les professionnels de l'immobilier que vous êtes, qui êtes rompus à une réglementation qui est à la fois technique et touffue, qui est rompue finalement à la notion de risque, hein, que ce soit à travers la gestion évidemment des chantiers, vous êtes normalement armés pour pouvoir affronter cette crise sanitaire du Covid et notamment gérer les éventuelles procédures pénales qui seraient engagées. Parce que des actions pénales seront nécessairement engagées en cas de contamination. On va le voir avec la première infraction, hein, même en l'absence de Covid, le code pénal permet d'agir, et c'est les actions qui ont été déjà engagées, sur la base du délit de mise en danger d'autrui, qui est une infraction qui permet effectivement, sans même la réalisation d'un dommage, que des personnes qui considèrent avoir été exposées à un risque particulièrement grave, le texte parle de mort ou de mutilation permanente, ce texte leur permet d'engager une action pénale à l'encontre de la personne qu'ils considèrent être l'auteur des violations manifestement délibérées qui les ont exposés à ce risque de mort ou de mutilation. Très vite, la chancellerie a identifié que ce texte pouvait être un frein à la poursuite des activités économiques et dans une circulaire du 25 mars 2020, la chancellerie est venue expliquer que non, ce texte ne devait pas s'appliquer à la situation du Covid, puisque il n'y avait pas avec le Covid le risque immédiat de mort ou de mutilation. Bon, c'est un texte qui a été, Sidonie vous l'a dit en introduction, hein, il y a un texte qui a été élaboré dans le cadre d'une activité législative via les ordonnances et qui est tout à fait inhabituelle et qui est même très importante. Et de ce fait, je pense que l'auteur de cette circulaire n'a pas nécessairement réfléchi aux conséquences, puisque le risque de mort ou de mutilation, il existe, on le sait, avec cette épidémie. Ce qui posera plus de difficultés pour l'application, et on le verra, c'est le cas aussi pour l'homicide involontaire ou les blessures involontaires, ça va être bien évidemment le lien de causalité certain qui pourrait exister entre la violation manifestement délibérée et le dommage qui pourrait en résulter, qui serait l'apparition du Covid-19. Et ce débat sur le lien de causalité certain, c'est effectivement une des choses qui va être au cœur de toutes les procédures pénales qui vont être engagées, ainsi que la notion de faute. Et pour répondre à tout ça, on n'a pas besoin de textes véritablement nouveaux, puisqu'on se retrouve finalement au cœur de matières qu'on connaît, et qu'on connaît notamment sur par exemple, les accidents de chantier, où on est à chaque fois sur ce débat. Est-ce que le maître d'ouvrage, est-ce que l'entreprise, est-ce que le coordonnateur de sécurité a commis une faute d'une particulière gravité qui est la cause certaine du dommage, à savoir le compagnon qui va être blessé ou qui va, dans les pires des cas, décéder. Et le législateur est venu essayer un peu d'encadrer ce qui va permettre de répondre à ces questions-là, avec la loi du 11 mai 2020 qui a créé un nouvel article dans le Code de la santé publique, un article 3136-2 du Code de la santé publique, de façon à venir rappeler que durant cette période de crise sanitaire, durant cet état d'urgence, cet article n'aura vocation qu'à s'appliquer que durant l'état d'urgence, on devra tenir compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des personnes auxquelles on reproche d'avoir commis une violation manifestement délibérée ou une faute caractérisée. Ce qui va être un peu difficile, c'est donc de pouvoir démontrer avec certitude pour les plaignants le lien de causalité certain entre le manquement et le dommage, parce que comment démontrer qu'un occupant d'immeuble, qu'un compagnon sur un chantier a attrapé avec certitude
a été contaminé au SARS-CoV-2 et a attrapé le Covid-19 en raison de son activité professionnelle, alors qu'il va aussi prendre les transports, faire ses courses, qu'il a une activité familiale. Donc il y aura certainement un doute si une seule personne devait être malade sur un même site, ce qui va devenir plus difficile à gérer, et c'est là qu'il faudra évidemment être très attentif, c'est si vous avez dans un même espace-temps, un peu comme une pièce de théâtre, hein, une unité de lieu, une unité de personnes et une unité de temps, vous avez plusieurs salariés, plusieurs compagnons, plusieurs occupants qui en l'espace de quelques jours vont tous déclarer le Covid-19, et ce alors que vous aviez eu précédemment des récriminations ou des alertes via le CSP, via le référent Covid, via les organes représentatifs du personnel, pour indiquer que toutes les préconisations dont Aurélie vous a parlé n'ont par exemple pas été respectées sur les chantiers, ou que le protocole de déconfinement gouvernemental n'est pas parfaitement respecté parce que c'est difficile de couper la climatisation qui est toujours en lien ou souvent en lien avec le système de traitement de l'air. Donc, comment faire pour traiter ce point de la climatisation, puisque le diable se cache dans les détails et que le mois de mai se termine, les fortes chaleurs devraient arriver. Bon, on va avoir évidemment ce débat-là si vous avez plusieurs personnes qui sont malades. Et donc, ce qui sera essentiel, c'est de pouvoir démontrer que la personne morale n'a pas commis de faute, et la personne morale, l'article 121.3 explique clairement que une faute suffit, ou une simple négligence va suffire. On n'a pas besoin d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence pour rentrer en voie de condamnation. Le fait d'avoir été simplement imprudent ou négligent va suffire. Alors que pour la personne physique, que ce soit un maire, et c'était déjà le cas, et que ce soit un employeur ou même l'opérationnel qui aura la charge de l'immeuble ou la charge du chantier, il faudra, pour rentrer en voie de condamnation, démontrer cette violation manifestement délibérée d'une règle particulière de sécurité et de prudence prévue par la loi ou le règlement. Et il y aura là aussi un débat sur, comme vous l'a dit Aurélie, quelle est la valeur de tout de guide spécifique pour les chantiers, mais de tous ces guides qui ont été pris par le ministère du Travail. On en est, je crois, à près d'une cinquantaine, ainsi que des fiches pratiques qui n'ont pas de valeur législative ou de valeur réglementaire, mais qui pour autant constitue une norme un peu générale comportant des mesures particulières de prudence ou de sécurité visant à protéger des travailleurs. Donc, le fait de ne pas respecter ces guides constitue évidemment une fragilité dans le cadre d'une éventuelle mise en cause pénale, même si ces guides n'ont pas de valeur réglementaire. Donc, le législateur a invité les juges, avec la loi du 11 mai 2020, à vraiment tenir compte de la compétence, du pouvoir et des moyens dont disposait la personne qui verrait sa responsabilité pénale recherchée, tenir compte aussi de ses missions, de ses fonctions. Donc là aussi, pour protéger les sociétés pour lesquelles vous travaillez, qui sont des acteurs majeurs de l'immobilier, auxquels on ne fait jamais aucun cadeau devant les juridictions pénales. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais simplement au contraire de préparer, mais de savoir qu'on ne fait pas de cadeaux aux acteurs de l'immobilier, de la même façon qu'on ne fait en fait pas de cadeaux de façon générale aux entreprises, puisque vous le voyez, une simple imprudence, une simple négligence va suffire pour engager la responsabilité d'une société, alors que pour engager la responsabilité d'une personne physique, il faudra vraiment démontrer cette faute aggravée. Donc, à l'image du triptyque dont on nous parle, protéger, tester, isoler, si vous voulez protéger l'entreprise, vos entreprises, vous devez évidemment aussi essayer de tracer au maximum et de tester au maximum que tous les dispositifs qui sont mis en place pour protéger les salariés, les occupants, les compagnons sont effectifs, et surtout il va falloir tracer, c'est-à-dire documenter au maximum les difficultés auxquelles vous seriez confrontés ou le fait que vous n'avez jamais été imprudent ou négligent en répondant aux observations, même si elles émanent de personnes qui peuvent facilement tirer la sonnette d'alarme. Là, il va falloir avoir la preuve, même si ça nécessite un petit formalisme supplémentaire, ça nécessite de conserver des éléments de preuve, mais que vous avez mis
en œuvre tout ce qu'il était possible, tout ce qu'on attend d'un professionnel de l'immobilier pour prévenir la sécurité de ses salariés et des occupants d'un immeuble. Donc, c'est souvent le droit pénal quelque chose qui fait peur. On l'a vu avec ce débat sur la responsabilité pénale des élus, mais c'est souvent beaucoup de pragmatisme et aussi de bon sens. Donc, l'essentiel en matière pénale est de pouvoir rapporter la preuve que vous aurez accompli ces obligations. Vous avez pour ça évidemment le Code du travail qui va vous aider aussi avec, il y a le document d'évaluation des risques si vous ne respectez pas cette obligation, vous vous exposez à un risque pénal en plus des infractions prévues par le code pénal. C'est la même chose aussi si vous ne respectez pas les règles d'hygiène et de sécurité avec une infraction générale de l'article L4741.1. Donc, je vous invite vraiment à tracer et à, au maximum documenter le fait que vous avez respecté vos obligations de façon à pouvoir gérer ce risque de contagion pénale en évitant évidemment des sanctions pénales en cas de contamination ou en cas de décès, ce qu'évidemment on ne souhaite pas. Donc sur ces perspectives peu réjouissantes, je vais laisser la parole à Pascaline Deschlette-Tolo qui va vous parler des impacts du Covid sur la copropriété et des options de recours à la médiation. Merci Alexandre. Donc un petit peu de copropriété en état d'urgence sanitaire. Pour vous dire que la pandémie de coronavirus a impacté fortement la vie des copropriétés en repoussant les délais qui la rythment habituellement. La tenue des assemblées générales a été effectivement bouleversée puisqu'à de rares exceptions, les assemblées générales de copropriété n'ont pu se tenir. Avec un décalage pouvant aller jusqu'à 9 mois, le fonctionnement des 3 organes de la copropriété ont été bousculés, qu'il s'agisse du syndic, qu'il s'agisse du conseil syndical et qu'il s'agisse enfin des assemblées générales. Pour ce qui concerne le contrat de syndic, nous savons que le contrat de syndic, dans la majeure partie des cas, est un contrat de 1 an qui est à durée déterminée, qui nécessite d'être voté à nouveau puisqu'il n'y a aucune tacite reconduction du mandat de syndic. La plupart des contrats de syndic, en pratique, viennent à échéance à la fin du premier semestre de l'année en cours, de l'année précédente. Donc, la plupart, enfin, de nombreux contrats de syndic, en tout cas, venaient à échéance le 30 juin de cette année. Or, à partir du 12 mars, plus d'assemblée générale. À partir du 12 mars, les réunions, sauf pour les toutes petites copropriétés à moins de 5 personnes, ne pouvaient se tenir. Une première ordonnance a été prise, il s'agit de l'ordonnance 304 du 25 mars 2020, a été prise pour tenter de remédier à cette problématique qui avait pour effet de laisser des copropriétés sans syndic et donc avec la menace ou du moins l'exigence législative de faire désigner un administrateur par le tribunal. Il n'était pas envisageable que tous les syndics aillent déposer des requêtes au tribunal afin de voir désigner un administrateur qui convoquerait une assemblée générale pour désigner le syndic. Bref, donc cette ordonnance a organisé des délais qui n'étaient pas satisfaisants puisque le principe était que le contrat de syndic qui venait à échéance entre le 12 mars et la fin de la période dite juridiquement protégée en matière de contrat de syndic venait à échéance le 24 juin. Donc on avait un vide juridique entre le 24 juin et le 30 juin et la profession de syndic s'en est émue évidemment, ce qui a conduit à la prise d'une seconde ordonnance venant corriger la première,
qui pose le principe qui figure sur la slide qui vous est présentée, c'est-à-dire que le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la cession de l'état d'urgence sanitaire, soit à ce jour alors en fait c'est le 23 juillet au soir, est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine Assemblée générale des copropriétaires. Donc on a un premier délai qui expire le 23 juillet à minuit. Si le contrat de syndic venait à échéance entre le 12 mars et le 23 juillet à minuit, à ce moment-là, il est prolongé jusqu'à la désignation du nouveau syndic ou du même syndic qui aura lieu lors de l'Assemblée générale prochaine. Quand est-ce qu'aura lieu cette Assemblée générale prochaine? Cette date donc, de prise d'effet doit intervenir au plus tard 8 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit au plus tard le 23 janvier à minuit. C'est-à-dire que pour ces contrats de syndic, l'Assemblée générale peut se réunir au plus tard le 23 janvier et le contrat de syndic aura ainsi été prorogé. Il s'appliquera aux mêmes conditions que le contrat initial, avec une adaptation évidemment pro rata temporis. Ce qui fait que on peut dire effectivement qu'on a un délai très important, enfin assez important, permettant aux copropriétés de se remettre en état de marche avec des assemblées générales qui se tiendront avant le 24 janvier 2021. Le calcul de la rémunération, donc je vous en ai parlé, et ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'Assemblée générale des copropriétaires a désigné avant le 26 mars 2020 un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est la date du 12 mars pour le contrat de syndic qui sera prolongé jusqu'à ce qu'une Assemblée générale intervienne avant le 24 janvier 2021. Voilà donc pour la continuation de la vie des assemblées des copropriétés. Qu'en est-il? Non, on revient un petit peu en arrière, je n'ai pas parlé du conseil syndical. Voilà. Les membres du conseil syndical connaissent le même sort, puisque lorsque leur mandat intervenait entre le 12 mars et le 24 juillet, ils sont reconduits, prolongés jusqu'à la date de la prochaine Assemblée générale qui interviendra avant le 24 janvier 2021. Ces dispositions ne sont pas applicables si les membres du conseil syndical a été désigné avant le 26 mars 2020. Nous allons voir maintenant le sort des assemblées générales qui ont été évidemment tout à fait bousculées par cette période. Alors, depuis la déclaration du Premier ministre du 29 avril, à compter du 11 mai, c'est-à-dire depuis 3 jours, les réunions de moins de 10 personnes sont autorisées. Avec le jeu des mandats, des pouvoirs, en fait, dans une assemblée, on peut imaginer tenir une assemblée qui comprendrait 40 copropriétaires. Et ceci n'est pas tellement satisfaisant. Et on sait que le ministre du Logement et les professionnels de l'immobilier sont en train de réfléchir à des tenues d'assemblée générale qui pourraient combiner à la fois ce qui existe dans les textes, c'est-à-dire le vote par correspondance, la visioconférence qui est déjà applicable mais qui n'est pas appliquée en réalité, et également donc la présence physique ou d'autres solutions.
Donc un texte est annoncé qui devrait venir soulager les syndics de copropriété et les copropriétaires et leur permettre de se réunir et de prendre valablement des décisions sans prendre de risques sanitaires. À cet égard, il m'est apparu qu'on pourrait, pour éviter le risque pénal dont parlait Alexandre, qui peut peser sur les syndics de copropriété si le coronavirus se déclarait à l'issue d'une assemblée générale de copropriété, il me semble qu'on pourrait, en même temps qu'on fait signer la feuille de présence, demander aux copropriétaires, s'ils en sont bien sûr d'accord, de confirmer que, d'après eux, les règles sanitaires sont bien respectées et que donc l'Assemblée générale semble pouvoir se tenir d'une manière satisfaisante. C'est une possibilité. On a parlé maintenant de la dernière conséquence du Covid, c'est la suspension des délais dont on vous a beaucoup parlé, cette ordonnance 306 qui suspend les délais, et ainsi ont été suspendus tous les délais qui venaient à échéance pendant la période entre le 12 mars et le 24 juin, c'est-à-dire les assemblées générales, la contestation de 2 mois qui, si elle devait intervenir pendant la période, est reportée jusqu'au 24 août 2020. Il en est de même des délais de prescription, des actions personnelles, des actions de recouvrement de charges, des délais de notification des procès verbaux. On va passer maintenant à un autre sujet qui est le sujet de la médiation qu'on a voulu vous présenter rapidement pour vous donner l'idée d'une sortie de l'impasse, d'une sortie, d'une issue positive après Covid. Alors après Covid, on ne sait pas très bien quand ce sera. On ne sait pas non plus très bien comment est-ce que cela va se passer, mais on part d'un constat. Le constat, il est assez sinistre, enfin, oui, assez dramatique. Un choc économique sans précédent qui va se révéler au fur et à mesure que le temps passe. Et il y a une chose dont on est certain, c'est la nécessité d'un effort considérable pour enclencher la reprise. On pense que les professionnels, tous les professionnels, mais les professionnels de l'immobilier bien sûr, devront prendre des initiatives pour rebondir et que pour nous, le principal, ça va être de négocier sans perte. Pourquoi négocier? Parce que le monde judiciaire est dans une situation extrêmement lourde et je reprends ici les termes du premier président de la Cour d'appel de Paris. Retard des dossiers en cours, multiplication des possibilités de contentieux liés à la crise sanitaire et aussi à l'interprétation des 40 ordonnances gouvernementales à ce jour qui vont probablement encore se développer. Et vous avez vu que rien n'est simple, que les personnes de mauvaise foi pourront faire état de telle ou telle ordonnance pour essayer de compliquer, retarder les affaires. Donc, pour l'après, nous vous conseillons, nous vous accompagnons avec dynamisme, rapidité, inventivité, agilité, à gérer le passé et surtout anticiper les dérapages. Alors, comment anticiper ces dérapages et comment essayer de s'en sortir? C'est la slide suivante. Le recours au mode alternatif ou amiable de règlement des différends, parmi lesquels la médiation tient pour le secteur, pour les professionnels de l'immobilier, une place privilégiée. La médiation va servir à résoudre les conflits. Alors les conflits, on vous a donné de nombreux exemples. Ils résultent notamment du fait que il n'a pas été possible de se déplacer
pour les professionnels de l'immobilier. Je pense à ce titre à la transaction notamment, à tout ce qui vous a été dit sur les travaux, au fait que les coûts évidemment sont renégociés du fait des retards pris par les chantiers, de la dégradation des relations bailleurs et locataires. On doit également faire face à l'insécurité juridique et la médiation est un bon moyen de faire face à cette insécurité juridique. Pourquoi? Parce que on sait que les tribunaux sont engorgés. Avant le 12 mars, il y a eu un certain nombre de conflits qui ont fait que de nombreux dossiers judiciaires n'ont pas été traités et ont été reportés et sont encore reportés et seront reportés. Que des incertitudes existent quant au délai, ce que je viens de dire, et qu'on ne sait pas ce qui va se passer à la fin de l'état d'urgence. Trois principales catégories de litiges doivent être sériées ou identifiées, qui auront des traitements différents, mais qui pourront être résolus par le recours à la médiation. Il s'agit évidemment des dossiers ouverts avant le 12 mars, des dossiers ouverts pendant la période d'état d'urgence Covid et enfin l'après-Covid. Est-ce qu'on va revenir aux règles d'avant? C'est une question. Il semblerait que le Covid va laisser des traces qui vont impacter la réglementation d'après. En tout cas, il est une chose certaine, c'est que la justice garante du respect de la légalité et de la bonne foi sera difficilement opérationnelle. Donc, pourquoi la médiation? Deux mots sur la médiation qui permet quand même d'anticiper et de rebondir. La médiation est basée, le principe de la médiation est basé sur l'accord des parties sous l'égide d'un médiateur tiers, neutre et indépendant. On est en dehors du fonctionnement conflictuel judiciaire. On essaye de construire un accord. Deux types de médiation existent, soit que le procès est en cours et à ce moment-là, à tout moment d'une procédure, il est possible de demander au tribunal la désignation d'un médiateur, ce qui suppose l'accord de la partie adverse. En tout cas, il est certain qu'à partir de ce jour, les tribunaux vont aller dans le sens de la proposition d'une médiation pour, comme disait le premier président de la Cour d'appel, rattraper autant que possible le temps perdu et reprendre pied dans un climat où l'on devra pouvoir se parler en confiance pour essayer d'aboutir ensemble. Ce sont les propos du président de la Cour d'appel de Paris. En dehors du procès, des conflits vont naître ou des désaccords. La médiation conventionnelle est à ce moment-là un outil tout à fait adapté. Encore une fois, elle ne prendra place que si les parties sont d'accord. Ce qui nous conduit aujourd'hui à attirer votre attention sur ce processus. En matière contractuelle, l'introduction d'une clause de médiation peut être un moyen pour pousser les parties à se rencontrer et essayer de construire un accord. Il s'agit des clauses de médiation. Clause de médiation, si elle figure dans un contrat, elle s'imposera, c'est-à-dire que si on ne tient pas compte de cette clause de médiation et on va directement devant la justice, le tribunal considérera qu'il n'y a pas de recours possible, que le recours n'est pas acceptable et renverra les parties à remplir leur obligation de médiation. La médiation, donc, devient un préalable indispensable au règlement des conflits. C'est une méthode positive et dynamique pour enclencher la reprise.
Voilà la fin de notre propos et nous allons répondre aux questions que vous nous avez posées. J'attends mes petits camarades sur le plateau. Voilà. Alors, beaucoup de questions en construction, je crois. Quelques-unes en urbanisme, peut-être aussi. Oui, auxquelles j'ai pas pu toutes répondre, mais si vous voulez, je peux reprendre rapidement les questions auxquelles j'ai répondu. Je répondrai en direct aux autres. La première question, c'est sur le lien force majeure et guide au PBTP et porte sur la question de savoir si, avant la publication du guide, on pouvait considérer que le Covid était un cas de force majeure. La réponse est non. Non, pourquoi? Parce qu'il y avait les gestes barrières qui devaient être mis en place et qui étaient à l'époque suffisants. Et ça, on a des confirmations vraiment fermes et appuyées du gouvernement et des membres du gouvernement sur ce sujet. On peut faire les chantiers en appliquant les gestes barrières. Donc, non, avant le guide, ça ne pouvait pas être un cas de force majeure non plus. Alors, évidemment, moi, je vous dis tout ça selon une approche qui pourrait être contestée. Si on a des contentieux plus tard, ça pourrait être contesté. Il y a toujours cet aléa judiciaire, mais les arguments sont en faveur du fait que ce n'est pas un cas de force majeure. En revanche, le guide a vraiment clôturé et très efficacement le débat, puisque maintenant, ce guide, c'est le résultat d'un consensus avec des mesures très strictes et définies. Donc la raison pour laquelle je vous disais que, en effet, pas de force majeure, le Covid n'est pas un cas de force majeure au regard du guide, parce que le débat est clos, et bel et bien clos, parce que c'est un consensus qui a abouti à cela. Voilà. Mais ça ne remet pas en cause le fait qu'auparavant, ça n'en était pas dans. Alors ensuite, c'est sur les délais. Je vous ai donné un exemple de réception pendant la période protégée, c'est-à-dire une réception qui aurait lieu, dans l'exemple que je vous donnais, le 1er avril. Donc, dans cette hypothèse-là, le report à considérer, qui est la période empêchée, ça sera du 12 mars, début de la période protégée, jusqu'au 1er avril. Cette période, elle s'ajoutera à la fin de la période protégée. L'entreprise bénéficiera donc de 3 semaines complémentaires. Si cette fois, la réception était prévue au 1er août, donc après la période protégée, le délai que l'on ajoutera sera le délai de la période protégée, donc 12 mars jusqu'au 23 juin. Donc c'est environ 3 mois, un peu plus de 3 mois, vont s'ajouter au moment où la clause pénale aurait vocation à s'appliquer, c'est-à-dire pas de réception au 1er août. Donc 1er août plus 3 mois et demi, donc on arrive à mi-novembre. Voilà, donc la réception devrait avoir lieu dans cette période, et si elle n'a pas lieu à mi-novembre, à la date identifiée précisément, eh bien la clause pénale pourra alors jouer. Voilà, pour des exemples concrets. Sur le référent Covid, alors j'étais en train de répondre à cette question. Le référent Covid, alors pour l'entreprise, c'est obligatoire. Pour le maître d'ouvrage, c'est facultatif. Facultatif avec différents intérêts. Il y a un intérêt pratique sur le chantier assez clair parce qu'on est vraiment sur des sujets très techniques, différents de ceux qu'on manipule quand on est maître d'ouvrage usuellement. Donc, ce référent Covid, il a un intérêt parce que c'est un vrai appui technique. Il a un autre intérêt au regard de la responsabilité pénale de l'entreprise, du maître d'ouvrage précisément. C'est-à-dire que dans l'hypothèse de cas de contamination des compagnons au Covid, il faudra que le maître d'ouvrage, comme le précisait Alexandre tout à l'heure, démontre qu'il a mis en place tous les moyens pour l'éviter. Tous les moyens, c'est tous les moyens financiers et tous les moyens pratiques. Et il semble que le référent Covid maître d'ouvrage soit quand même un vrai bon outil pour montrer qu'on a bien fait. Donc, à mon sens, c'est une vraie protection supplémentaire parce qu'il y a un vrai rôle complémentaire sur ce sujet, un vrai appui technique. Je ne recommande pas nécessairement que ce soit le CSPS, c'est plutôt un constat. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les maîtres d'ouvrage ont le plus souvent désigné le CSPS. C'est possible, comme je vous le disais, d'un point de vue réglementaire et légal,
n'y a pas de difficulté a priori puisque c'est une nouvelle mission dans la fonction du CSPS, mais ça peut être tout à fait un tiers, hein. Il n'y a pas de difficulté là-dessus et je ne pense pas que si c'est un tiers, le CSPS soit moins investi. Après, c'est la personne du CSPS, il a un rôle, il a une mission, il doit la remplir. S'il n'a pas celle de référent Covid, il a néanmoins celle de CSPS en période de Covid. Donc, c'est lui qui adapte le PGC, il doit être investi, il doit s'investir au regard des obligations de sa mission. Voilà. Et ça j'ai répondu par la même occasion à un autre, au commentaire suivant, à la question suivante sur la FPI qui ne recommande pas la désignation du référent Covid. En effet, pour des raisons que je ne trouve pas forcément justifiées et qui sont celles que je viens d'évoquer, hein, sur l'appui technique et sur l'intérêt d'un point de vue pénal. Alors, le lien de causalité, je pense que c'est plus pour Alexandre, qui a d'ailleurs répondu. Oui, effectivement, il y aura deux écueils pour les procédures pénales. L'écueil qui est celui de la faute caractérisée dont Aurélie vient de parler. Est-ce qu'on s'est vraiment donné tous les moyens de prévenir un risque? Et aussi, donc, ce risque, le lien de causalité certain, c'est la question qui était posée, c'était en l'absence de dommages, c'est-à-dire dans le cas de la mise en danger d'autrui, ce lien de causalité, ce débat aura aussi lieu pour savoir si la faute est la cause certaine de l'exposition à un risque de mutilation ou de mort. Mais c'est sûr qu'il aura plutôt lieu en cas de blessure ou d'homicide involontaire, puisqu'on a déjà une réponse du parquet qui a classé très rapidement des plaintes qui avaient été déposées pour le risque causé à autrui sur la base de l'article 223.1. Clairement, la situation sera plus difficile à gérer si vous avez plusieurs personnes dans un même espace-temps qui vont rapidement tomber malades. Alors moi, j'identifie une autre question en construction dans une hypothèse de livraison de travaux qui doit intervenir dans 2 ans. Est-ce que les dispositifs actuels, donc le report de 3 mois, un peu plus de 3 mois qu'on a vu tout à l'heure, s'appliquent? En l'état des textes actuels, oui, ils s'appliquent. Alors c'est vrai que on peut penser que d'ici 2 ans, le DID aura quand même cessé ses effets et qu'un rythme plus important pourrait être retenu et peut-être que l'impact de cette crise sera effacé. Mais en l'état des textes, oui, le mécanisme de report d'application de la cause pénale s'applique dès lors que le marché a été conclu avant. Une question pour Pascaline de Maurice Pfefferman sur la réforme de la copropriété qui entre en vigueur le 1er juin. Est-ce confirmé? Quid de la ratification de l'ordonnance et des textes qui devaient encore être publiés? Merci Maurice de cette très intéressante question. Évidemment, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais Julien de Normandie a répondu ou a indiqué récemment que le nécessaire serait fait, que la loi de ratification interviendrait avant le 1er juin, s'agissant s'agissant donc de faire entrer en application la réforme de la copropriété. À défaut d'intervention du législateur avant le 1er juin, et par comparaison avec ce qui s'était passé dans le cadre de l'ordonnance modifiant le droit des obligations, la condition prévue dans l'ordonnance copropriété était que le projet de loi soit déposé dans les 2 mois de la parution de l'ordonnance, ce qui a été fait puisque le projet de loi de ratification a été déposé le 15 janvier. Donc, sur ce plan-là, l'ordonnance a été respectée. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de loi promulguée avant le 1er juin? Eh bien, l'ordonnance aura valeur réglementaire. Il est à peu près sûr qu'elle sera appliquée et en cas de contestation, par exemple,
devant le tribunal de l'application des nouvelles règles mises en place à compter du 1er juin, il est vraisemblable que le tribunal appliquera l'ordonnance. La fragilité du système résulterait de recours administratifs qui seraient lancés à l'encontre de certaines dispositions de l'ordonnance qui auraient alors valeur réglementaire. Bon, mais nous espérons que la vaillance et le travail du gouvernement va le pousser à présenter, à faire voter, en tout cas par l'Assemblée, la loi de ratification. Il y a encore deux petites questions sur la copropriété. Une question de Stéphanie Jaffray pour savoir si la prolongation de l'état d'urgence au 10 juillet va-t-elle avoir un impact sur les délais des ordonnances relatives à la copropriété, ou ces délais seront-ils figés par un autre texte? Et une seconde question qui est de savoir quand pourra être organisée la première AG des programmes 9 permettant de désigner un syndic pour réceptionner les parties communes. Alors j'avoue, je ne peux répondre ni à l'une ni à l'autre. Je ne peux répondre ni à l'une ni à l'autre. Bon, bah, c'est une chance quand même, je sers un peu à quelque chose. Donc pour la première question relative à la prorogation des délais, je n'ai pas de réponse. Il y aura peut-être une ordonnance, mais peut-être pas. Il me semble que les délais pourraient être figés puisqu'il est laissé un grand délai pour la convocation de l'Assemblée générale qui va remettre les contrats de syndic en vigueur. Puisqu'on a jusqu'au 23 janvier, je ne vois pas qu'il soit nécessaire de modifier les délais qui ont été pris. D'autant, alors effectivement, il faudrait une ordonnance dans la mesure où le délai initial n'a été fixé qu'au regard de la durée de l'état d'urgence. À vérifier, mais je pense que de toute façon, on devrait rester dans les délais qui résultent des ordonnances qui ont été déjà prises. Pour ce qui concerne la première assemblée générale de désignation du syndic dans les programmes 9, quand est-ce qu'elle va pouvoir avoir lieu? Tout cela dépend du nombre de copropriétaires. S'il y a 2 copropriétaires, ce qui est souvent le cas dans un programme 9, c'est-à-dire que le promoteur se réserve, on attend la première vente pour mettre en place le règlement de copropriété. S'il n'y a que 2 copropriétaires, l'Assemblée peut se tenir tout de suite. S'il y a moins de 10 copropriétaires, l'Assemblée peut se tenir tout de suite. S'il y a 40 copropriétaires, en faisant jouer à plein régime les pouvoirs, elle pourra se tenir. Et sinon, je vous conseille, s'il y a plus de 40 copropriétaires, je vous conseille d'attendre un petit peu et vous aurez la réponse, je pense, parce que il est fait état d'un projet d'ordonnance, j'imagine, ou de décret, je ne sais pas, qui permettrait à des assemblées générales de se tenir en conjuguant donc le vote par correspondance, le vote par visioconférence et le vote en présentiel. Donc, je pense qu'avec ce prochain texte, on devrait avoir la possibilité de réunir des assemblées générales, quel que soit le nombre de copropriétaires. Plus de questions sur la copropriété, Alexandre? J'en ai pas identifié d'autres. Merci. Peut-être pour terminer, une question d'Ileana Servanescu sur les délais pour délivrer congé. L'article 4 de l'ordonnance de 306 qui était présentée en tout début de webinaire autorise à délivrer congé 1 mois après la fin de la période juridiquement protégée, alors même que le délai serait en principe expiré. Et effectivement, c'est un peu curieux parce que cette faculté ouverte de délivrer congé ne réduit pas le délai de préavis. Sur ce sujet, le rapport du président de la République sur l'ordonnance est surprenant puisqu'il vise une prorogation
du délai de préavis pour le locataire d'habitation, mais il ne la vise pas pour les autres locataires. Et surtout, par cette disposition, il va au-delà des prévisions de l'ordonnance qui n'a pas prévu ce décalage également de la date d'effet du congé et donc du délai de préavis. Et ce que je vous indique là est sous réserve, bien sûr, de ce qui est contenu dans l'ordonnance dont on n'a pas encore pleinement pris connaissance, l'ordonnance qui sera publiée aujourd'hui. Je vais juste faire une dernière réponse pour une question de Cyril Christophe, sur les modalités de reprise. Donc, sur ces modalités de reprise, rien n'est vraiment nécessaire, si ce n'est la modification du PGC, qui, vous savez, a adapté son plan général de coordination aux recommandations du guide au PPBTP et surtout de la liste sanitaire qui en est résultée après l'analyse de tous les acteurs du chantier. Et ça passe sous la forme d'un PGC modifié ou d'une annexe Covid au PGC, qui aura la durée de vie du guide. Rien d'autre à part cela. S'il n'y a pas eu d'ordre de service d'arrêt de chantier, il n'y a pas lieu de délivrer d'ordre de service de reprise d'activité. Donc d'un point de vue contractuel, si rien ne s'est passé pour l'arrêt du chantier, si celui-ci s'est arrêté, rien n'a à se passer pour sa reprise, si ce n'est donc ce PGC. Voilà. Et je pense qu'on a regardé toutes les questions. On ne t'entend pas, Sidonie. Ah oui. Ah, voilà. Oui, je disais qu'il est 10h31. On a terminé les questions. Il est temps de vous quitter en vous remerciant de votre présence, de votre fidélité. On est à vos côtés. On espère que le contexte juridique va un peu se stabiliser et que vos activités vont pouvoir se reprendre dans de meilleures conditions. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.